Bonjour, c'est Sly, pratiquante de Qigong et passionnée de culture asiatique. J'ai été formée à l'énéagramme et l'ai ensuite pratiqué au quotidien avec mes amis et collègues. Devant l'intérêt porté par cet outil, cette capacité à parler d'un comportement sans jugement de valeur, je voulais en parler pour faire de nouveaux adeptes de cette pratique. Dans les domaines professionnels, amoureux, relationnels en général, c'est un outil pour pouvoir parler de sa personnalité avec un langage mature. Cela donne le mode d'emploi aux autres, mais aussi à vous-même. C'est un mode d'emploi complexe, mais c'est un mode d'emploi, ou plutôt une carte d'emploi. Cela vous permet d'être dans toute votre richesse. Cela ne vous enlèvera pas l'essence de votre être. Cela facilite la compréhension de qui vous êtes. Cela vous permet d'aller chercher les ressources nécessaires pour vous réaliser. J'appuie mon travail de présentation aujourd'hui sur le livre L'énéagramme, Connaissance de soi et développement personnel de Sylvie Tenenbaum, Dominique Laugereau, Françoise Cavé, aux éditions Interéditions. Pour ceux qui sont déjà formés, cette vidéo sera un rappel de l'outil dans sa grande richesse. Pour les autres, nous allons parler de personnalité. De tout temps, l'homme s'est interrogé sur lui-même et s'observe pour se comprendre. Par intérêt, mais aussi pour vaincre la peur de l'imprévisible. Toutes les conceptions de la nature humaine affirment un ordre des choses, sous un regard scientifique, psychologique, idéologique, philosophique, religieuse, etc. De ces descriptions qui ont semblé alors exceptionnelles, ont découlé naturellement de nombreuses explications. L'énéagramme est une conception ancienne et pourtant actuelle. Elle est séduisante par sa richesse, par l'étude en profondeur, permettant une connaissance de soi approfondie. Ce sont les mystiques qui ont mis au point cette conception si complexe. Les sciences nouvelles nous la rendent accessible. Certains font remonter l'énéagramme à des milliers d'années. Pour John Bennett, il aurait 4500 ans, aurait été modélisé par des chercheurs de sagesse, bien avant les courants philosophiques et religieux. En réalité, on n'en voit la trace ni temporelle, ni géographique, ni l'attribution à un courant de pensée. Ce que l'on sait, c'est que l'énéagramme a représenté un chemin de connaissance et d'évolution spirituelle. Le modèle aurait été modifié au moment de l'introduction du zéro par les mathématiciens arabes qui lui auraient donné la forme qu'on lui connaît actuellement. Ce sont les moines soufis, la branche la plus mystique de l'islam, qui ont historiquement repris le modèle. Ces moines ont essaimé sur 3 continents, l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Georges Gurdjieff naît en 1872 en Grèce à Alexandroupolis. Sa famille s'installe en Turquie. Des communautés derviches, influencées par le soufisme, sont installées dans cette région. Grâce à sa mère arménienne, il fréquente les membres de communautés arméniennes qui ont conservé de nombreux aspects des anciens mystères de mysticisme babylonien, zoroastrien et mitriaque. Grâce à son père, il voyage en Perse, dans tout le Kurdistan, puis à Istanbul. Il découvre aussi la Terre Sainte, l'Égypte, l'Abyssinie et l'Éthiopie. Plus tard, il se passionne pour le passage du christianisme à l'islam dans ces régions et vient à penser que ce qui est fondamental est maintenu caché par des sociétés secrètes. Vers 1917, il crée ses premiers groupes, puis en Angleterre. Il s'installe ensuite à Fontainebleau où il écrit 3 ouvrages. Gurdjieff appelle l'énéagramme le maître symbole, car il représente pour lui la traduction symbolique de « la nécessité de choc ou d'intervention dans le bon déroulement de tout processus ».
John Bennett fait référence au symbole qui représentait la description du parcours que doit suivre l'être humain. Mais à aucun moment il ne représente un moyen de description de la personnalité ou de compréhension des différents systèmes de configuration de l'inconscient. Le modèle connu aujourd'hui réapparaît au Chili dans les années 1970. Il y est enseigné par Oscar Ichazo, psychologue, formé aux arts martiaux et à la méditation zen, et passionné par tout ce qui peut lui permettre de mieux connaître l'origine de certains maux dont il souffre, des sortes d'attaques très fréquentes. Il aurait été formé par des moines soufis d'Afghanistan. Après des études à Hong Kong, en Inde et au Tibet, il est initié au yoga bouddhique, au confucianisme, à l'alchimie et au I Ching. Il a enseigné à La Paz. Il transmet cet enseignement à Santiago du Chili, puis à Arica où il s'installe. En 1950, un groupe d'Américains suit son enseignement pendant 9 mois. Parmi eux se trouve Robert Hochst, père jésuite, et le Chilien Claudio Naranjo, psychiatre dans un institut en Californie. Il cherche à concilier la vision de l'énéagramme avec la psychiatrie. À son tour, il enseigne ce modèle aux jésuites d'Amérique du Sud, tandis qu'Oscar Ichazo crée, dans les années 1970, des instituts à New York, Los Angeles et San Francisco. Plus tard, Helen Palmer et Anne Linden, qui l'intègrent au modèle de PNL, l'utilisent dans leurs recherches et leur enseignement, s'écartant de la conception religieuse implantée aux USA. Le terme Ennéa signifie 9, tandis que Grammos veut dire mesure. Helen Palmer précise que cette représentation d'étoiles à 9 branches incluses dans un cercle est employée pour décrire les processus cosmologiques et l'évolution de la conscience humaine. Aujourd'hui, l'énéagramme est enseigné aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe, et de nombreux ouvrages lui sont consacrés. Le nombre 9, mesure du temps de la gestation humaine, est présent à toutes les époques, dans toutes les traditions, où il représente souvent le nombre des sphères célestes. L'énéagramme est né de la spiritualité qui a observé comment élever l'esprit humain. C'est un chemin d'évolution personnelle et spirituelle qui cherche à faire le tour d'un système. Comment cela fonctionne-t-il ? S vient de croître. Croître, c'est se trouver dans la durée, comme une plante qui pousse. C'est un verbe qui à l'origine ne se conjugue pas au passé. Pour Oscar Ichazo, en essence, chaque personne est parfaite, sans crainte, et se sent en harmonie avec le cosmos. Il n'y a pas de conflit entre la tête, le cœur et l'instinct, ou entre la personne et les autres. Chaque être humain, au départ, est en contact avec son essence. Puis quelque chose se passe de l'ordre du désir et de la peur. L'ego commence à se développer. Nous créons l'illusion que nous avons besoin de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes pour nous sentir entiers et complets. Cette forme de dépendance à ce qui est à l'extérieur de nous contribue à la construction de l'ego. Pour lui, dans l'enfance, se creuse un décalage entre la perception de l'enfant et la réalité de son environnement. Pour la philosophie quantique, Stephen Wolinski explique que notre perception ordinaire nous mène à croire que le monde est plein d'objets avec des différences apparentes des frontières. Au niveau quantique, les objets, les particules, les gens, les émotions sont faits de la même substance. Il n'y a pas de différence entre le vide et la matière. Pour lui, il est important de parvenir à être dans l'énergie et de percevoir ce qui nous environne comme faisant partie d'un tout.
Cette forme de conscience semble proche de la notion d'essence. Quand nous sommes sur le plan de l'essence, nous ne connaissons pas le sentiment de manque ou d'incomplétude. Nous n'avons pas crainte de disparaître dans le chaos. Persona signifie masque, utilisé par les artistes composant le chœur dans les tragédies grecques. Il existait 76 masques, chacun marquant l'expression particulière d'un trait de caractère. Le comportement de chaque acteur devenait ainsi prévisible et lisible par les spectateurs. Ainsi, ce masque, s'il représente un écran, permet aussi à la voix de passer et à l'autre de comprendre. Personare signifie en latin raisonner à travers. La personnalité agit comme un filtre qui affecte profondément notre vision du monde. Donc notre personnalité, c'est notre vision du monde. Autrement dit, le monde est à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. Notre personnalité est un ou plusieurs masques à notre disposition pour interagir avec le monde. Ainsi, certaines écoles préconisent-elles d'explorer les 9 parties de l'énéagramme. Et c'est aussi pour cela que les formations se font souvent en stage à plusieurs. Prendre conscience des filtres qui nous font exister le monde rend plus souple. Prendre conscience que tu peux faire appel à un autre filtre te rendra riche en réponses. Repérer les figements et aller chercher une autre ressource permet le mouvement, et le mouvement, c'est la vie. Au début de notre existence, notre survie dépend totalement d'un environnement qui ne fait pas sens et sur lequel nous avons peu d'action directe. Donc c'est à partir de ces expériences et perceptions d'enfants que notre compréhension du monde va commencer à s'établir instinctivement en s'appuyant sur 3 éléments: les omissions, les généralisations et les relations de cause à effet. Avec ces 3 éléments, l'enfant va se construire une certaine idée du monde qui l'entoure, mais aussi de lui-même, de son identité séparée, idée qui sera confirmée par les expériences qu'il va vivre et interprétée dans le sens des croyances qu'il aura rapidement mises en place. Prendre conscience de la manière dont nous avons organisé notre inconscient pour pouvoir interpréter le monde et donc survivre est une étape importante sur la voie du développement personnel. L'énéagramme, même si ce n'est pas sa seule fonction, permet de faciliter cette prise de conscience fondamentale. Le développement de notre personnalité est donc parallèle à celui de notre système nerveux, dont l'une des premières fonctions a été d'effectuer un tri constant parmi tous les stimulus reçus par nos récepteurs sensoriels. En se constituant, notre personnalité ordonne, tant bien que mal, le chaos qui semble l'entourer. Ce faisant, elle opère progressivement une rupture avec l'état de conscience précédent, l'essence, dont il subsisterait, d'après Wolinski, des traces encodées dans notre système nerveux central. Il s'agit alors d'une sorte de paradis perdu que nous tentons de retrouver car nous en ressentons le manque, tout en ayant peur de nous perdre à nouveau dans le chaos que nous essayons de structurer. Dès sa petite enfance, l'enfant vit l'inadéquation entre ses désirs et ce qu'il obtient. Quotidiennement, il cherche à déchiffrer tous les signes pour obtenir le plus possible de marques d'amour. Au fil du temps, il se forge une interprétation du monde et de ce que lui doit être, que l'on peut comparer à une stratégie de survie, avec les mécanismes de défense qui la constituent. L'enfant se crée une sorte d'illusion qui va lui permettre de fonctionner. De l'essence à la personnalité, ce n'est pas une descente aux enfers, c'est un processus indispensable.
Cela permet d'acquérir de nombreuses ressources, de vivre des expériences nécessaires pour avancer et évoluer. Les mécanismes de défense sont inconscients et sont à l'origine de certaines croyances, fondamentalement inconscientes aussi. Mots empruntés à Freud qui, le premier, les a décrits de façon précise, ces défenses psychiques sont des procédés et ont pour fonction la protection de la cohésion de l'appareil psychique. Ils permettent au moi de se défendre contre les pulsions considérées comme dangereuses. Les mécanismes de défense sont nombreux. Voici ceux utiles à la compréhension de l'énéagramme. La personnalité, la structure ainsi constituée, n'est pas totalement dépendante de ce qui peut se passer à l'extérieur de l'enfant. Dans une même famille, on observe des illusions totalement différentes les unes des autres. Il n'y a pas de causalité directe entre des événements qui se produiraient à l'extérieur et le mécanisme de défense adopté. C'est important. Ce n'est pas parce que l'enfant le perçoit comme tel que cela s'est passé ainsi. Il n'existe pas des centaines de façons d'organiser le chaos, et le modèle de l'énéagramme propose 9 modes de structuration possibles. Ces 9 grands thèmes d'organisation du chaos correspondent à 9 illusions, 9 grandes familles de croyances qui forment le cœur de l'architecture. L'architecture complète est formée d'une partie centrale, la facette majeure de la personnalité qui va émerger. 3 autres parties vont compléter les modes de fonctionnement de la première. Les manifestations d'une croyance sont des éléments qui peuvent être conscients ou le devenir facilement. La croyance comme généralisation multicontextuelle définissant ma relation au monde, cristallisée autour d'une ou plus d'expériences fondatrices, ne devient consciente qu'après un travail approfondi d'introspection. La croyance centrale constitue la matrice de la personnalité. Elle implique une illusion forte, autrement dit un mode de vision du monde particulier à chacun. De cette croyance vont découler, entre autres, des valeurs, des métaprogrammes, des émotions et des comportements. Nous nommons les personnes par le chiffre de leur base dans la configuration. Il n'y a pas de titre associé car cela serait réducteur. Il faut envisager la personne dans sa configuration. Le réduire à sa base ne peut en aucun cas le décrire, puisque les interactions entre les 4 parties de cette configuration sont constantes. Cette figure géométrique se rapproche de l'arbre de vie dans la Kabbale. Les soufis pensaient qu'elle correspondait au visage de Dieu. Le triangle, trinité originelle, relie les bases 3, 6 et 9. Les 6 autres points sont reliés dans l'ordre suivant: 1, 4, 2, 8, 5, 7. Appliqué à l'étude du fonctionnement de l'être humain, le triangle caractérise les 3 types de manifestations émotionnelles, celles qui se trouvent à l'arrière-plan de nos comportements. Ces 3 catégories d'émotions sont le besoin de reconnaissance, la peur, la colère. Elles permettent de regrouper les 9 bases en 3 triades, 3 familles liées par un type d'émotion. Le besoin de reconnaissance, qui vient nécessairement de l'extérieur, fait l'objet d'une recherche perpétuelle, sinon le sentiment d'exister est perçu comme précaire. Un besoin de reconnaissance pour les qualités relationnelles, un besoin de reconnaissance pour la réussite, les résultats professionnels, un besoin de reconnaissance de l'unicité, de l'originalité de la personnalité.
La peur, état interne pas toujours conscient. Selon la base, il peut s'agir de la peur de l'intrusion, c'est-à-dire une protection par un monde intérieur. Il peut s'agir de la peur de l'imprévisibilité des gens, entraînant une vigilance. Ou il peut s'agir de la peur de l'ennui, de l'enfermement, et plus inconsciemment, la peur de la souffrance. La colère peut être rentrée, ni admise ni reconnue, mais exprimée en non-verbal. Elle peut être inconsciente, enfouie, destructrice, mais difficilement ressentie et rarement exprimée. Elle peut être consciente, intense et exprimée avec force. Elle disparaît alors dès qu'elle est verbalisée. Aller vers une émotion ou l'éviter présuppose qu'elle existe. C'est ainsi qu'elle est à la fois filtre de la personnalité et moteur principal pour penser et agir. Dans le modèle proposé, chacun de nous est caractérisé par une configuration de 4 parties. La base, l'aspect central, un point de contact et 2 directions indiquées par des lignes intérieures au cercle qui les relie. Cela donne 18 configurations possibles. Un premier pas de développement réside dans l'accroissement de la capacité à utiliser mieux et complètement chaque élément de sa configuration, de capacité à naviguer entre les différentes parties. C'est ce que l'on appelle l'évolution. Quant à la notion d'involution, elle correspond le plus souvent à des moments où l'on a accès uniquement à l'une des parties de sa configuration, le statisme dans une des parties. Ces notions sont fluctuantes. On peut être dans l'évolution dans une situation donnée et paralysé dans une autre. Un autre axe de développement personnel passe par la prise de conscience de notre filtre principal. Cela implique l'acceptation de notre personnalité dans notre façon de percevoir le monde. Cet apprentissage est rendu possible dans la mesure où l'énéagramme nous transmet une sagesse nécessaire. Nous n'avons pas besoin de porter des jugements de valeur identitaires sur nous-mêmes et sur les autres. Nous avons plutôt à privilégier la compréhension née de l'observation lucide. C'est quitter la pensée polaire pour la pensée optionnelle. Il est préférable de trouver des ressources de neutralité bienveillante tant en ce qui nous concerne qu'en ce qui concerne les autres. Ne pas porter de jugement de valeur sur l'émotion qui naît dans l'inconscient. Par contre, les manifestations comportementales des émotions peuvent être plus ou moins appropriées. En découvrant ta configuration, tu apprends que ton émotion dominante est la peur, la colère ou le besoin de reconnaissance. Peut-être as-tu des a priori à l'encontre de l'une d'elles, qui peut être la tienne. Si tu décides dès maintenant d'abandonner ton jugement de valeur sur les émotions, tu auras déjà fait un grand pas dans ton développement personnel. Tu pourras te regarder avec lucidité. Pour repérer ta configuration, le livre propose une démarche à faire avec un ami afin de prendre conscience de ton filtre principal, donc de repérer ta base puis le contact. Tu peux ensuite explorer ta configuration, ses ressources et ses limites. La plupart du temps, les personnes font un stage de 2 jours afin de repérer leur configuration et présenter toutes les bases de l'énéagramme. Une configuration est une carte intérieure en 4 parties.
L'évolution réside dans la pleine utilisation de l'ensemble des possibilités de sa configuration. Conscience des conséquences du filtre principal, accès facile au contact et aux directions. Que l'évolution se mesure au degré de confort entre être, penser, ressentir. Que l'évolution, c'est aussi l'équilibre entre le développement de son monde intérieur et l'ouverture sur le monde extérieur. La clé de l'évolution, c'est le mouvement dans sa configuration, l'occupation des 4 parties. Accepter la polarité des valeurs des 4 parties de sa configuration représente la voie de l'évolution, de l'équilibre et du choix. Voici le schéma simplifié des grandes valeurs de chaque partie de l'énéagramme. Les ressources et les limites. Voilà, l'expérience est plus simple mais pas plus facile à vivre. Allez découvrir autour de vous des stages qui permettent de découvrir comment faire évoluer votre personnalité, repérer les blocages et trouver des alternatives à l'involution. Merci. Merci à tous, abonnez-vous, ça fait trop plaisir quand vous vous abonnez. Like, 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 like.